Et salut à tous. On est donc parti pour ce fameux road trip. Donc là, je suis déjà parti de Toulouse, tu vois, je suis à Saint-Savy, je suis déjà dans le Gers. On n'est pas trop loin de Florence. L'objectif, c'est d'aller à Biscarrosse-Plage sans prendre l'autoroute. On en prendra juste un petit bout au retour parce que je voudrais te montrer quand même ce que ça donne sur autoroute au niveau protection. On va commencer par les petites routes parce que je pense quand même que cette moto, c'est là où tu vas l'utiliser le plus. Mais t'inquiète pas, on verra aussi comment elle se comporte en ville. On verra comment elle se comporte sur les nationales. Et donc, comme je te l'ai dit, sur les autoroutes. Donc cette moto m'a été prêtée par le magasin Patrick Salle à Lectoure. Tu commences à connaître. Je les remercie pour leur confiance parce que tu vois, ils me laissent cette moto pour toute la journée pour faire ce road trip. Le but, c'est de vous la présenter parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de vidéo sur YouTube au niveau justement de ces road trips. Il y a des vidéos de Tom Barreur pour savoir ce qu'elle vaut au tout-terrain. Et d'ailleurs, je t'invite à la regarder. C'est assez impressionnant, mais avec moi, tu verras pas ça puisque je ne fais pas de tout-terrain. Par contre, je fais de la route et on va voir si cette moto est capable de t'amener sur toute une journée, faire plus de 500 km par les petites routes, pas toujours en bon état. Et donc on verra comme ça le confort général de la moto et je répondrai à toutes les questions. Donc comment ça va se passer? On va commencer par faire l'essai sur les petites routes. Après ça, une fois que je serai arrivé à Biscarrosse, on fera un premier bilan de ce qu'on a fait. Retour par l'autoroute, et quand je serai à la maison, je te ferai un débriefing complet sur lequel je te parlerai de mon ressenti, ce que je pense de la moto, de comment elle se place par rapport à la concurrence, et bien sûr, je répondrai à chacune de vos questions oralement. Et comme ça, vous aurez les réponses à toutes les questions que vous m'avez posées. Allez, on est parti. Donc on va profiter, d'ailleurs tu regarderas, voilà, on est sur une route du Gers qu'on n'avait pas fait ensemble. Et tu vois, c'est toujours aussi beau. Et en plus, on a un super beau temps. Donc on va kiffer notre journée. Donc cette moto, déjà, on va parler de ce qu'il y a de plus important. Ses suspensions, sa partie cycle. Alors, oui, que je précise quand même, quand on sera à Biscarrosse, je te ferai une vue globale de la moto comme je le fais d'habitude avec un statique complètement détaillé, d'accord? Donc t'inquiète pas, tu auras toutes les caractéristiques à ce moment-là. Là, donc les suspensions, on a une fourche avec 220 mm de débattement à l'avant et un amortisseur de 220 mm de débattement à l'arrière. Donc si tu te rappelles sur la 1050 DE, on avait une fourche qui débattait sur 170 mm. Donc là, tu vois qu'il n'y a pas photo. Tu comprends tout de suite que s'il y a 220 mm de débattement, c'est parce que cette moto, on pense qu'on va l'amener en tout terrain, du moins en tout chemin. Même on peut dire tout terrain parce que de ce que je vois, apparemment, elle doit faire un sacré taf en tout terrain. Mais nous, sur la route, qu'est-ce qu'elles vont nous apporter, ces suspensions? Eh bien, elles vont t'apporter du confort. Alors maintenant, il faut se méfier. Des fois, quand tu as des suspensions qui sont super souples, ça peut t'amener une moto qui n'est pas stable. Donc là, c'est ce qu'on va voir maintenant. Tu vois, cette route, elle n'est pas en super bon état. On va mettre un peu de gaz. Et là, tu t'aperçois que c'est un tapis volant. Je te promets, tu es vraiment bien... Au niveau des suspensions, elles amortissent, tu ne sens rien, tu sens juste précisément le train avant, mais par contre, elles t'effacent tous les défauts de la route. Et c'est là le principal avantage. Alors je sais qu'à une époque, il y en a certains qui ont hurlé quand j'essayais à Ténéré en disant « Ouais, une moto comme ça, avec ces débattements-là, c'est que le tout-terrain. » Là, je peux te promettre que d'ailleurs, comme 90% des gens qui achètent des trails, moi je fais pareil, je fais pas de tout terrain avec, mais ce que j'apprécie dans les trails, c'est leur confort général dû justement à ces grands débattements. Et quand ces grands débattements ils sont bien maîtrisés, bien gérés, tu as une moto confortable avec laquelle tu peux t'amuser. Donc ici c'est le cas. La fourche
elle a tendance évidemment à plonger quand tu vas vouloir freiner fort. Je vais te montrer ici un exemple. Voilà, si je pile, hop, je plonge. Évidemment, j'ai 220 mm, il y a des limites à tout. Il faut quand même qu'elle soit assez souple pour le tout-terrain. Mais quand tu es en usage normal, ce que je vais te montrer maintenant, voilà, on va avoir un enchaînement de gauche-droit. Si j'arrive un peu vite sur le virage, je prends mes freins, elle ne se raidit pas, tu vois. De ce point de vue-là, c'est une réussite totale. On a un bon guidage du train. Et même quand ça secoue, ben, la moto ne se désunit pas. J'ai l'impression que l'empattement a été travaillé aussi. On a un bras oscillant qui est un peu allongé par rapport au Roadster. Et ça donne une stabilité. L'angle de chasse aussi est différent. Et on a une moto qui est super stable. Tu vois, on peut mettre de l'angle. Elle est vraiment hyper stable sur ces petites routes défoncées. Donc au niveau des suspensions, elles assurent la tenue de route, elles t'assurent un super confort. Tu ne seras pas déçu. Vu le prix de la moto quand même, on est à moins de 11 000 €. Je te le rappelle, je te mettrai le prix exact maintenant là-haut. Pour ce prix-là, je ne m'attendais pas à avoir des suspensions d'une aussi bonne qualité. En plus, bien sûr, elles sont réglables dans tous les sens. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. On va pas s'emballer, on va rentrer dans le village de Pucasquier. Donc voilà, la suspension, un sans faute sur ces petites routes. On parlera du comportement sur l'autoroute et sur les nationales quand on va rouler un peu plus vite pour voir si jamais ça n'induit pas un flou. Mais bon, je pense que de ce côté-là, il ne doit pas y avoir de souci. Le cadre, il contribue aussi à la rigidité de la moto. Et tu as vraiment un ensemble qui ne bouge pas. Ça te donne beaucoup de confiance quand tu viens sur ces routes abîmées où des fois, si tu roules un peu trop vite, ça peut se désunir. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, bravo Suzuki pour l'accord suspension cadre qui est vraiment parfait. Au passage, tu regarderas ce petit village qui est magnifique avec ces halles où se tiennent les marchés dans les villages. Voilà, un peu de tourisme au passage, ça fait pas de mal. On profite de rouler doucement. Tiens, d'ailleurs, en parlant de rouler doucement, on va parler maintenant du moteur. Le moteur, c'est celui de la 8S. Pour moi, il a été modifié. Bon, alors, j'ai eu la moto, elle avait 64 km. J'en ai un peu plus de 160, exactement, je vais te dire. Voilà, j'ai 211 km même. Donc, j'ai pas mal roulé déjà avec. Je vais finir le rodage comme ça. Et ce moteur, il est, par rapport à la 8S, il est différent. C'est ça qui est bizarre. Enfin, bizarre. Je peux l'expliquer. Il me semble que les 3 premiers rapports sont plus courts que sur la 8S. Je vais le regarder, je te le marquerai dans les commentaires. En conclusion, du moins. Et donc, les 3 premiers rapports étant plus courts, ça arrache plus fort à bas régime quand tu es sur les intermédiaires. Après, les 4, 5, 6, je pense que c'est à peu près pareil que sur la 8S. Donc ce moteur, il est souple. Il te permet de rouler. Bon, là, on est en 5, on est à 90. Mais si je me mets en 6, on va laisser écrouler un peu la vitesse. Voilà, on peut rouler en 6. Tu vois, si tu veux flâner, regarder le paysage, tu es en 6 à 85 km/h. Tu peux réaccélérer dans les virages. Il n'y a pas de problème, ça part. Tu as toujours ce couple à bas régime que j'appréciais tant sur la 8S. Ben, c'est pareil ici. Tu l'as et c'est vraiment super agréable. Le moteur, il est vraiment plein. Il va te permettre des relances, tu vois ici, là. En 4, 5, 6. Il est vraiment puissant, il est vraiment présent tout le temps. Il est très agréable, il ne vibre pas. Ça c'est comme sur la 8S, on n'a pas de vibration. Donc quand tu veux cruiser, tu es tranquille. Là, tu vois, je suis à 95, je suis à 4000 tours en 6e. Donc il tourne pas très haut, il est agréable. Et franchement, alors il fait pas le même bruit que sur la 8S, tu n'entends pas la boîte à air.
comme sur la vitesse, mais malgré tout il est correct, voilà, enfin le bruit est correct. Le moteur par contre lui il est top, il est vraiment top. Bah, il ressemble beaucoup à celui de la Norden, je dirais, avec du couple à bas régime, un couple assez important à bas régime. Pourtant au niveau des chiffres il n'y a que 78 Nm, mais par contre au niveau du ressenti on sent beaucoup de couple sur les mi-régimes, tu vois, à 4000 tours. Si je suis en 5, il relance bien. Donc ce couple là il est super intéressant et il est rassurant. Quand tu veux doubler ou quand tu veux réaccélérer, te replacer sur la courbe, ben tu sais que tu vas en disposer. Et ça c'est vraiment top. Donc le moteur, ben c'est un sans faute comme sur la vitesse. Pour ces petites routes là, il n'y a vraiment pas de problème. Il se comporte super bien. Le quick shifter, pareil, d'origine. Ça aussi pour le prix, il est quand même, il équipe la moto d'origine. C'est assez important. Et ce quick shifter, il est bien, je le trouve. Alors par rapport à vos commentaires, je les reprendrai vos commentaires, mais il y en a qui me signalaient que le quick shifter sur les premiers rapports, il accrochait un peu. C'est vrai. C'est vrai, tu le sens un peu plus accrocheur. Je pense que c'est dû au fait que la démultiplication doit être plus courte. Et donc au final, il accroche un petit peu plus. Alors c'est pas énorme. Et aussi la boîte est un petit peu plus sonore quand tu es sur les 3 premiers rapports comparé à la vitesse. Voilà, bon, rien de bien inquiétant. Et encore une fois, bon, la moto elle est neuve. Je pense qu'il faudra voir une fois qu'elle sera rodée, mais d'après vos retours, vous constatez un peu la même chose que moi. Bon, je pense que ça doit être le cas. Alors après c'est pas très gênant. Si je rétrograde, au rétrogradage c'est pareil, tu vois, il est un peu moins facile je trouve que la vitesse, mais quand tu regardes, en fait le sélecteur de vitesse est placé assez haut comparé à la vitesse où il était placé plus bas par rapport au cale-pied, et donc tu avais le pied qui était mieux positionné. Là je pense que c'est fait pour aussi le tout-terrain, et c'est pour ça que le sélecteur est placé haut, et c'est pour ça aussi que le quick shifter est peut-être moins évident que la vitesse. Ah, tu vois cet enchaînement là, la moto elle adore ça, donc c'est vraiment la moto pour faire de la petite route, hein. C'est vraiment un régal, tout en souplesse. Ça aussi, le moteur est disponible, il n'est pas bruyant, il vibre pas. La liaison avec la poignée des gaz, elle est top. Moi je me suis mis en mode B, je trouve que c'est le meilleur mode. Tu as la meilleure connexion entre la poignée et le moteur. C'est la plus souple, qui est sans à-coups, et ça c'est vraiment top. Donc voilà, sur les petites routes, à ce niveau-là, moteur, suspension, c'est bon. Confort. Alors si je te repasse, si je reparle du confort comparé à la 1050 DE, il n'y a pas photo, quoi. Je te promets, il n'y a pas photo. La selle, j'ai pas ce problème que je ressentais avec les arêtes qu'il y avait sur la 1050 DE. Là ici c'est vraiment super confort. Je te dis, j'ai déjà roulé plus de 150 km avec cette moto et c'est toujours pareil. Voilà, le confort, j'ai rien, j'ai pas mal au dos, j'ai la selle, et c'est une monobloc, mais vraiment on peut bouger dessus. Il y a un petit dosseret quand même, on peut se caler, ça c'est vachement bien. Et je te montre la position maintenant sur la moto, puisqu'on va parler confort de selle et position. Je te l'ai dit, confort de selle est parfait, ça s'accorde bien avec les suspensions, ça c'est top. Maintenant si je te parle de la position, je te l'ai dit, cette moto on a 220 mm de débattement et on a 220 mm de garde au sol, et pourtant je mets tranquillement les 2 pieds par terre et j'ai même les jambes légèrement fléchies. Alors du coup, un débattement important avec une garde au sol quand même assez importante, il n'y a pas de secret, ils ont remonté les cale-pieds. Du coup tu as les jambes un peu plus fléchies. Si tu as l'habitude d'avoir un trail avec les jambes détendues, c'est pas le cas, c'est légèrement fléchi, mais c'est agréable.
moi je te l'ai dit, j'ai des problèmes de genoux et fléchi j'aime pas trop, mais là ça me gêne pas du tout. C'est à peine fléchi, il faut pas croire que tu es comme sur une sportive, hein. Donc tu as les jambes à peine fléchies et c'est super agréable à rouler comme ça. Donc position, bah, moi je valide, confort j'ai validé. Ce qui participe au confort, bah, la bulle. Bon, dans notre cas, sur les petites routes, la bulle, j'ai rien à lui reprocher, ça suffira puisque tu dépasses pas les 90-100, donc la bulle elle suffit largement. Elle est petite, elle est réglable sur 3 positions. Là elle est en position basse. En position basse, j'ai l'air qui m'arrive à peu près sous le casque. Je te l'ai dit, je fais 1,86 m. Il existe une bulle haute. D'après vos commentaires, elle n'est pas super efficace. On va dire que c'est pas une moto, à mon avis, qui sera super protectrice au niveau de la bulle quand il ira sur autoroute, ça c'est clair et net. Maintenant, elle a un avantage, c'est qu'elle protège pas tellement, mais elle ne perturbe pas le flux d'air sur le casque, et donc ton casque n'est pas bruyant. C'est quand même à noter. Voilà ce que je pouvais te dire au niveau du confort général. La position, on est vraiment bien, on sert bien le réservoir. On a les genoux qui sont abrités derrière le réservoir un peu, pas le bas du pantalon, mais les genoux oui. Et on sert bien la moto. On a les bras qui sont posés sur le guidon, on a une position qui est droite, c'est sénatorial. Franchement, tu es très très bien sur cette moto. Comme tu le vois, c'est quand même bien positif sur ces petites routes pour t'amuser dans les cols de montagne. Je pense que ce sera vraiment un bon numéro. Il faut savoir que la route 21 ne gêne pas du tout. Les pneus, j'en ai pas parlé, on a des Dunlop Mixtour. C'est des pneus qui sont tout nouveaux, qui ont été mis sur la 1050 DE. Et c'est des pneus qui sont agréables. Voilà, ils font leur taf, j'ai pas eu de problème avec, il faudrait que je les teste sous la pluie. Mais bon, c'est pas prévu aujourd'hui. Et pour moi, il n'y a pas de souci au niveau des pneus. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur les petites routes. Bien sûr, je te parlerai du compteur et tout ça, des commandes plus en détail et des caractéristiques techniques tout à l'heure, dès qu'on sera arrivé à Biscarrosse. Mais en attendant, c'est ce que je pouvais te dire sur les petites routes. On va continuer et puis bah, écoute, je te ferai des petites vidéos dès qu'on arrivera sur des routes départementales ou nationales qui sont un peu plus grandes, et on verra comment elles se comportent sur les grandes courbes. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, donc on arrive au bout. On arrive à Biscarrosse, on a passé Biscarrosse, on arrive à Biscarrosse plage. Je voulais te filmer la fin pour que tu vois un peu l'approche. Regarde-moi cette belle route. Mais je vais te faire un point, je vais aller manger et puis après je te fais le tour de la moto et je vais te faire un point consommation pour voir un peu l'autonomie de la moto. Là pour l'instant j'ai fait 274 km. Donc je t'avais dit 540 aller-retour, ça sera certainement un peu plus. Mais bon voilà quoi, c'est pas... Franchement avec cette moto c'est vraiment pas c'est vraiment pas compliqué de rouler, c'est du pur bonheur. Elle va toute seule. Je te l'ai dit tout à l'heure, je te ferai un débriefing complet. Là, si on est sur les dernières petites routes, elle est tellement plaisante que je te dis quand même un truc, c'est que si tu fais pas attention, bah, tu es vite au-delà des limitations de vitesse. Je me suis retrouvé facilement à 120. Tu vois, je te disais que la bulle ne protégeait pas. Mais au final, jusqu'à 120, elle va protéger. Et du coup, bah, tu vas vite te retrouver à des vitesses non réglementaires si jamais tu fais pas attention à ton compteur. Donc voilà, bah, écoute, on va arriver. Je te fais profiter de l'arrivée finale vers la mer. Bon, il y a eu pas mal de vent. Je sais pas si tu l'entends, mais il y a pas mal de vent. Et par contre, la moto ne bouge pas. Malgré le vent, tu te fais pas secouer. Bon, j'ai mon sac, je te montrerai derrière, là, comment j'ai installé mon sac. Mais ça va très bien.
Écoute, voilà, je vais couper là et puis ben, je te reprends dès qu'on est à l'approche de la plage. À toutes. Et ça y est, on est enfin arrivé à Biscarrosse. Alors je voulais te montrer la plage de Biscarrosse, mais impossible de l'atteindre parce que tout est interdit à la circulation. Donc je ne pouvais pas amener la moto là-bas. Je me suis dit, il y a peut-être mieux, on va aller au lac de Biscarrosse. Et voilà, le lac de Biscarrosse. Donc, comme tu peux le voir, il y a pas mal de vent. C'est aussi pour ça que je me suis mis un peu à l'abri. Tu vois, il y en a qui font du kitesurf. Et je me suis mis à l'abri et donc j'ai mis la moto là. Comme ça, on sera plus tranquille pour regarder un peu cette machine. Alors, un petit tour déjà comme ça. Voilà, donc là, aujourd'hui, j'ai eu la couleur grise. Tu as plusieurs couleurs. Tu as grise, tu as jaune, de mémoire, tu as bleu. Et donc, ben, celle-là, tu la verras un peu moins souvent, c'est la grise, avec quelques taches de jaune. Alors, je te fais un tour vite fait, comme ça. Et puis maintenant, on va faire comme d'habitude, on va attaquer les détails et on va attaquer par les suspensions. Tu as une fourche Showa qui est réglable en précharge, en détente, avec un débattement de 220 mm. Donc là, on a une fourche, tu te rappelles, la 1050 DE c'était 70 mm. Là, on se rapproche plus des bécanes qui font telle la Ténéré, les Adventures KTM ou l'Husqvarna Norden. Donc à l'avant 220, à l'arrière mono amortisseur toujours Showa 220 mm avec ici son petit réglage, son petit pré-réglage, j'adore ça. Je trouve que c'est vachement pratique. Ensuite, tu as deux disques de 310 mm pincés par des étriers Nissin à l'avant, toujours des tuyauteries caoutchouc, bien sûr ABS, on n'en parle pas. Et à l'arrière, tu as un simple disque de 260 mm avec un étrier Nissin simple piston. Donc du grand classique. Au niveau des roues, on a une roue de 21 devant avec des mixtours de chez Dunlop et à l'arrière une roue de 17. Donc ça aussi c'était un peu la particularité. Une moto tout-terrain en général c'est 21-18. Pourquoi 21-18? C'est mieux parce que ça offre plus de gomme, de choix de gomme à l'arrière. Mais Suzuki a fait le choix de garder du 17. En plus de ça, comparé à la 1050, là on a des pneus chambre à air à l'avant, chambre à air à l'arrière. Bon, il vaut mieux avoir du tubeless, mais au moins c'est tout pareil devant comme derrière, et non pas comme sur la 1050. Le moteur, je te l'ai présenté avec la 8S, c'est un 776 cm3, il fait 84,3 chevaux à 8500 tours, et 78 Nm de couple à 6800 tours, ça c'est exactement comme sur la 8S. Tu as une boîte de vitesse bien sûr 6 rapports avec un quick shifter qui est d'origine. Je te parlerai du quick shifter, mais je t'en ai déjà parlé sur les petites routes, je t'ai déjà dit un peu ce qu'il valait. Je te rappelle que ce moteur est équipé de deux balanciers qui permettent de contrer le vilebrequin, enfin les vibrations produites par le vilebrequin, et donc c'est un moteur qui est exempt de vibrations. Tu as aussi un petit sabot, alors là bon, c'est un petit sabot plastique, autant te dire que ça, tu feras jamais de TT avec. C'est le premier truc que tu vas changer si jamais tu veux faire du tout-terrain. Bon, tu as un échappement qui est massif, voilà, attaché sur la boucle arrière ici de la moto, et une boucle arrière toujours pareil qui est boulonnée ici et derrière ce plastique. Au niveau de l'éclairage,
Je vais allumer le contact, voilà. On a des feux de jour, feu de position, et ici on a le plein phare. Ça ressemble un peu au phare de la 800S, sauf que là, ici c'est plat. On parlera de l'esthétique après. Par contre, tu as des clignotants LED. Là aussi, elle est où la logique? Enfin, au moins sur cette moto, il y a des clignotants LED. Tu as aussi, on va couper le contact, une bulle, une petite bulle, réglable sur 3 positions, mais il te faudra une clé BTR. Là, elle est sur la position la plus haute. Je t'ai dit ce que je pensais de cette bulle en roulant, mais de toute façon, à la conclusion, on parlera de tout ça. Tu as aussi des pare-mains. Tu m'excuses, elle est un peu sale, mais bon, on a roulé. Donc, au niveau des commodos, classique chez Suzuki, un commodo classique. Ici, tu accèdes au mode. Là, tu navigues dans les modes. Plein phare, klaxon, clignotant. L'autre côté, warning. Pas mal. Le coupe-contact. Et tu démarres à l'impulsion. On va écouter le moteur. Donc, impulsion. Voilà, la sonorité elle est assez sourde, elle est pas mal. Tu n'as pas le bruit de la boîte à air qu'on pouvait avoir sur la 8S. Je ne l'ai pas ressenti sur celle-là. Maintenant, on va parler un peu de l'esthétique générale et des plastiques. Tu as, là ici, on a un gris bleu, et je ne sais pas si tu vas le voir. Ah, il faudrait qu'on ait un petit peu de soleil, mais la peinture, elle est pailletée. Oui, tu la vois, ouais. Voilà, elle est légèrement pailletée, c'est assez sympa. Tu as des plastiques, plastique, métal pour le réservoir. Ici, ça descend là. Et ce que j'aime bien, par contre, c'est cette partie plastique, tu vois. C'est pas le même plastique, il est pas peint. Et je pense que c'est fait pour résister aux éraflures quand tu as un pantalon de cross, enfin un pantalon textile qui pourrait venir râper quand tu te mets debout sur la moto. Bonne attention de la part de Suzuki. Et puis après devant, tu as les protège-fourches, rien de terrible. Ici, une grille de protection. On voit ici que le moteur est à l'intérieur du cadre, d'accord? Tu as cette petite barre là qui vient protéger, et on voit ici que tu as les vis pour mettre le gros sabot aluminium que je t'invite à mettre si tu comptes faire du tout-terrain. Voilà ce qu'on pouvait voir. On va regarder ce qu'il y a sous la selle. Voilà la selle enlevée. Donc sous la selle, on va retrouver notre batterie. Ici, il y a un petit cache caoutchouc. On a notre entrée d'air, nos 2 entrées d'air de la boîte à air, boîte à fusible, la trousse à outils de chez Suzuki, réduite à sa plus simple expression, et puis l'emplacement ici où tu dois pouvoir mettre ton U. Et dessous, sous la selle, voilà, tu as l'embout du tournevis, puisque tu as le tournevis ici. Donc rien de terrible, mais par contre tu as la possibilité de mettre un U. Maintenant que la selle est enlevée, on va regarder. Ici tu as un porte-paquet. D'accord? Tu as un porte-paquet avec des poignées passagers qui sont très costauds. Le porte-paquet il est génial. Tu as des petits crochets ici. Tu vois mon gros sac, j'avais ça. J'ai un gros sac étanche là. Hop! Tu vois? Et ce gros sac, je le sangle derrière avec une araignée. Et c'est génial. Donc si tu veux faire du tourisme, ça suffit largement. Si tu pars pour 3 jours, tu peux sangler un sac dessus, pas besoin de t'emmerder avec un top case ou des valises. Ça c'est bien qu'il soit d'origine, par exemple sur la Ténéré tu ne l'as pas. Voilà ce que je pouvais te dire au niveau de la machine. Cette moto, comparée à la 8S, le bras oscillant a été rallongé, il est beaucoup plus long. L'angle de chasse de 28 degrés, la chasse, donc on a un angle ouvert. Ce qui fait qu'on a une moto qui est quand même assez longue. Certains d'entre vous me mettaient qu'elle était petite. Je vais remettre la selle. Certains d'entre vous me disaient qu'elle était petite. Ben non, en fait, quand même, je te dis déjà, tu as 220 mm de débattement. Tu as 220 mm de garde au sol. Alors, ce qui te donne l'impression peut-être qu'elle est petite, c'est qu'elle est très allongée. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une moto
qui est très longue en empattement et donc qui est, d'ailleurs tu le sens sur la route, c'est une moto qui ne bouge pas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne tourne pas, hein, j'ai pas dit ça. J'ai dit que quand tu es sur la route, quand tu roules avec, elle est hyper stable. Ça c'est génial. Ce que je te propose maintenant, c'est de regarder un peu le tableau de bord. Là, bon, rien d'exceptionnel que tu ne connais pas déjà si tu as regardé ma vidéo sur la vitesse. Voilà, tableau de bord simple, toujours pareil. Le contour, la vitesse engagée, le quick shifter s'il est activé. Tu as le traction control, donc 3 modes en traction control. Donc pour activer, toujours pareil, tu appuies sur mode et tu navigues ici. Donc quand c'est grisé, tu peux agir sur les modes. Traction control 1, off. Et là tu as un mode gravel, d'accord, que tu n'avais pas sur la vitesse. Ensuite, tu arrives ici, les 3 modes moteur, A, B, C, d'accord. C étant le moins agressif, A étant le plus agressif. L'ABS, tu as aussi 2 modes, mode 1 et le mode off, tu coupes l'arrière, ok. Bon, ça c'est classique, on va se remettre sur 2, voilà. Une fois que tu auras appuyé sur mode, quand c'est plus grisé, tu peux activer et tu peux avoir tes tripes. Donc là, ça tombe bien, tu vois. Bon, là, elle ne te clignote pas parce que je suis sur la béquille latérale. J'ai fait 296 km. Je suis parti plein complet. Et tu vois, la réserve, elle a commencé à clignoter quand je suis arrivé ici. Donc, tu fais tranquillement 300 km. J'ai pas traîné quand même. J'ai eu un bon rythme. Donc, si tu prends les départementales nationales, tu fais 300 km sans forcer avec cette moto. Le réservoir fait 20 litres. La consommation... Je suis à 5 litres 1. Sache que j'étais à 5 litres 4 au début et au fur et à mesure que j'ai roulé, elle consomme moins. Je pense qu'on doit consommer moins de 5 litres. Puisque si je regarde, voilà, j'ai 446 km. Donc je pense que tu dois pouvoir tourner à moins de 5 litres au 100 et donc à faire plus de 300 km avec le plein avant réserve. Je pense dans les 330. Et après, bien sûr, si tu maintiens appuyé ton bouton, tu vas arriver dans les menus, dans les rides, tu vas sur ride, là tu peux régler ta zone rouge, le quick shifter, et puis après tu as des infos et tu as le setting, tu peux changer la couleur de ton tableau de bord et tu peux le mettre noir si tu veux. Donc voilà, un tableau de bord simple, mais comme je te l'ai dit, super efficace. Voilà ce que je pouvais te dire sur la moto en statique. Bon, ce que je te propose, je vais monter dessus et on va regarder ce que ça donne en position. Donc on monte facilement dessus. Tu vois, j'ai les 2 pieds par terre, j'ai pas les jambes pliées. Quand je me mets sur les cale-pieds, j'ai les genoux, tu vois, qui sont légèrement pliés, ce que je te disais tout à l'heure. Les cale-pieds doivent être assez hauts. Par contre, j'ai les genoux qui sont plus bas que la hanche. Tu vois, la Moto Guzzi, j'ai les genoux qui sont un peu plus hauts, c'est moins agréable. Là, ils sont vraiment bas, ils sont calés ici contre le plastique dont je t'ai parlé tout à l'heure. La position est naturelle, on a les mains posées sur le guidon n'est pas très large. Et la position, elle est assez droite, elle est reposante. Tu peux te caler ici sur le petit dosseret de la selle, c'est super confort. Donc rien à dire sur la position de conduite, la selle est à 850 mm de haut. Mais tu vois, c'est super accessible et ça te permet, si tu as besoin d'avancer, tu peux pousser ta moto en faisant le canard et il n'y a pas de difficulté majeure malgré qu'elle fasse 230 kg tout plein fait. Voilà ce que je pouvais te dire sur la moto. Ce que je te propose, c'est de repartir. Et oui, il va falloir repartir. Il y a encore l'équivalent 300 km. En fait, on sera quasiment à 600 km dans la journée avec cette moto. C'était la deuxième partie. La troisième partie, je te reprends sur l'autoroute, on va voir ce qu'elle vaut. On sortira de l'autoroute, on rejoindra les petites routes. Ça, tu ne le verras pas, je te le montre pas, c'est ce qu'on a vu ce matin. Par contre, je te donne rendez-vous pour le débriefing. Pour moi, ça sera demain, je ferai ça à la maison, comme je t'ai fait pour la vitesse, posé, et je t'expliquerai un peu ce que j'ai pensé de cette moto au final, ce qu'elle vaut par rapport à ses concurrentes, et je répondrai à toutes les questions que tu m'as posées dans les commentaires. Allez, on va aller finir ce test par l'autoroute, à 4 voies.
Un truc qu'on n'aime pas. Allez, accélération. Voilà, on est en vitesse de croisière autoroute, à peu près à 135, allez jusqu'à 137, voilà, 140, tu es à 6000 tours. Et franchement, c'est pas si mal. Alors, tu n'as pas de pression d'air, tu as juste le bruit du vent dans le casque. Bon, après, ça dépendra du casque que tu as. Avec un casque Adventure, ça le fera pas. Mais moi, tu vois, là, j'ai un casque intégral aujourd'hui. J'ai mon RFA 11 qui est vachement bien profilé et j'ai aucune pression sur la tête. La pression du vent, je la sens principalement sur devant, sous mon cou, tu vois, au niveau des épaules. Mais sinon, ça va. En conso instantané, alors, je te trouve ça. Voilà, à 130, on va stabiliser. On est à peu près à 6 litres. Ouais, tu vois, ça dépend, là on descend un peu. On est à 5 litres 8. Donc tu vois, c'est tout à fait correct. Et tu peux largement faire des liaisons autoroutières si vraiment tu n'as pas le choix. Parce que sinon, bah, si tu peux éviter, autant éviter. Mais si tu n'as pas le choix, il n'y a aucun problème. Elle le fera. Au niveau de la protection du bas, bah, tu as les genoux qui sont abrités par le réservoir. Tu as le bas du pantalon qui lui est au vent. Mais voilà quoi. Donc là, moi je valide l'autoroute. Si tu as une liaison à faire de allez, 50, 100 bornes, ça le fera. Voilà ce que je pouvais te dire sur la partie autoroute. Je ne vais pas y rester très longtemps. Et ce que je te propose, ben, c'est d'arriver dans la dernière partie. La plus intéressante. On va faire la conclusion de cette journée. Là pour l'instant au kilométrage, je suis à 537 km, je ne serai pas tout à fait à 600 km à la fin de la journée. Tu vois, pour moi il est 6 heures. J'en ai encore pour une demi-heure. Je vais te faire le bilan, je te dis rien maintenant, mais tu dois te deviner un peu de ce que je vais penser de cette moto. Et puis je te propose qu'on se retrouve à la maison pour faire le bilan de la moto. Allez, je te reprends tout de suite. Et c'est donc l'heure de la conclusion. Tout d'abord, je tiens à remercier toute la concession Patrick Sall à Lectoure, toute l'équipe, je les cite, Patrick, Rémi, Mathieu, Sébastien, Jean-Luc côté atelier, pour leur confiance, parce que c'est pas évident de prêter une moto comme ça sur toute une journée. Et en fait, je l'ai eu 2 jours, puisqu'il y avait un jour férié. Donc merci à eux pour leur confiance. Et ça, c'est pour vous montrer aussi que si vous vous abonnez à la chaîne, plus vous serez nombreux et plus j'aurai des opportunités comme ça, puisque il y aura plus de visibilité pour ceux qui me prêtent les motos. Je ferme la parenthèse. Je vais faire le débriefing de cet essai qui s'est passé donc sur 600 km une journée, mais en fait j'ai fait quasiment 800 km avec la moto en comptant les allers-retours pour aller la chercher. Donc en premier lieu, ce qui m'a le plus marqué sur cette moto, sur ces 600 km, c'est son confort. J'ai été étonné pour un trail mid-size, orienté un peu tout-terrain, d'avoir un tel confort dans la moto. Donc ce confort, en fait, il est valable sur toutes les routes, petites routes, nationales, autoroutes, ça ne change rien. On va parler dans les différents steps. Au niveau des suspensions tout d'abord, c'est 220 mm, comme je te l'ai dit, il t'apporte beaucoup de souplesse à la moto. Et ça contribue au confort. On a des suspensions qui sont vraiment top. Et alors, en plus, elles sont réglables dans tous les sens. Donc, elles seront facilement adaptables à ton poids. La selle, je t'en ai parlé. Pour moi, c'est une des meilleures selles pour le moment. C'est comparable avec la selle, avec le confort que j'ai pu remarquer sur la Husqvarna Norden 901 Expédition. C'est mieux que sur la 1050 DE. Donc, c'est pas mal. La position de conduite. Alors la position de conduite à différents niveaux, tu peux bouger sur la selle, donc au fil des kilomètres, j'ai apprécié de pouvoir bouger parce que sinon tu restes en statique et tu te tasses. Là tu peux bouger sur ta selle, tu as ce petit dosseret à l'arrière qui te cale, c'est top. Le réservoir est étroit, ce qui fait que tu peux bien le serrer, tu n'as pas les jambes écartées comme vous pourrez l'avoir, même si c'est léger sur la Norden, on est un peu écarté. Là c'est pas du tout le cas. Et en plus tu as ce plastique qui te donne du grip
et qui te permet au genou de bien s'accrocher sur les flancs du carénage. Donc question confort, c'est un sans faute. On va parler du moteur. Ce moteur, moi je l'avais déjà apprécié sur la GSX 8S. Là c'est pareil, il est un peu différent dans le sens où on sent que les premiers rapports ont dû être raccourcis. Je n'ai pas trouvé de données là-dessus, mais j'en suis quasiment certain parce qu'on a beaucoup plus de puissance, enfin de couple. On sent mieux le couple à bas régime encore que sur la 8S qui était déjà pas mal. Donc le moteur, son couple qui est important dès les mi-régimes, sa souplesse aussi puisqu'on peut évoluer sur le 4e rapport en ville, même si ce n'est pas souhaitable de le faire, sache que tu peux le faire. Tu peux croiser assez facilement à bas régime, ça c'est top. Les reprises, tu l'as vu, qu'on soit sur les petites routes, qu'on soit sur l'autoroute, à partir du moment où tu roules à 80, 90, même en 6e, tu as des bonnes reprises. Et sur l'autoroute, je t'en parle même pas, dès que tu as passé les 6000 tours, de toute façon, tu as toute la puissance. Alors on parle de 83 chevaux,4. Ça n'empêche que c'est largement suffisant pour sentir vraiment une forte poussée de la moto. Donc un moteur qui est top. Je t'ai parlé du quick shifter. Donc effectivement, j'ai trouvé qu'il accrochait un peu entre la 2e et la 3e. C'est très léger, c'est-à-dire que si je compare par rapport au quick shifter que j'avais sur la KTM, c'était sur tous les rapports et c'était beaucoup plus fort que ça. Là, tu sens par rapport à la 8S qui est un pur régal au niveau du quick shifter, là tu sens que ça accroche un peu plus en 2e, 3e. Sache quand même que par rapport au moment où j'ai pris la moto, elle avait 64 km. Et à la fin, aux 800 km, au fur et à mesure, j'ai trouvé que ça accrochait un peu moins. Donc je pense que la boîte se rôde. Voilà. Quick shifter, donc pas de soucis majeurs. Et après, quand tu es sur les autres rapports, bon, bah là, c'est vraiment un régal. La tenue de route, ce qui m'a marqué en premier dans la tenue de route, c'est la stabilité générale de la moto, quelles que soient les conditions. C'est-à-dire que si tu as la route dégradée, elle tient bien. Quand tu freines, elle ne se désunit pas, même si tu freines fort de l'avant, même si on sait que quand tu freines de l'avant, tu as une plongée assez importante en freinage puissant, la moto ne se désunit pas. Donc c'est sa stabilité, moi, qui m'a le plus marqué. Et si tu as du vent latéral, tu as vu que j'avais du vent, bah, la moto ne bouge pas non plus. Donc une très bonne stabilité qui prouve aussi c'est dû au fait que le bras oscillant a été rallongé, mais c'est dû au fait qu'on a des suspensions de qualité et qui ne désunit pas la moto. On peut dire aussi que la mise en virage, elle est évidente avec la moto. Malgré le fait que tu aies une route 21, tu sens rien. Elle se balance très facilement et tu prends un réel plaisir à rouler avec. Voilà ce que je pouvais te dire un peu sur la tenue de route. Maître mot, la stabilité. Les freins, donc j'ai trouvé les freins efficaces, donc pas de problème sur l'avant. L'arrière est très efficace. Tu sens vraiment que... Alors je pense que c'est fait pour le tout-terrain, mais le frein arrière est vraiment très efficace. Ce que je t'ai pas dit dans les vidéos, dans la vidéo du moins je m'en souviens pas trop, faudrait que je regarde, mais sache quand même que pour éviter la plongée de l'avant, bah, c'est comme sur tous les trails, avant, bah, tu freines avec le frein arrière pour tasser ta moto, d'accord, pour l'abaisser un peu déjà, et après tu freines avec l'avant, ce qui limite la plongée. Et si tu fais ça, tu n'as pas de souci de plongée, et dans 90% des cas, ta fourche, elle ne plonge pas parce que tu ne vas jamais freiner comme un bourrin, quoi. La bulle, alors la bulle, j'ai été étonné parce que je pensais qu'elle était, enfin, c'est pas que je pensais, elle est toute petite. N'empêche qu'elle est assez efficace et en fait, elle est assez avancée sur la moto, elle est assez loin de toi, donc je pense que ça permet de déflecter le vent et ça te fait une espèce de protection. Alors jusqu'à 120 km/h, tu n'as aucun souci. Moi, je fais 1,86 m. Franchement, le vent m'arrive ici, tu vois, le casque n'est pas perturbé, j'adore ça, et tu as un peu de pression sur les épaules, mais c'est vraiment que dalle. Quand tu roules sur autoroute, tu l'as vu, je te l'ai dit, tu l'entendais avec mon micro, bah, tu n'as pas beaucoup de vent, donc au final, pour moi, ça me va parfaitement. Maintenant, celui qui veut vraiment être protégé derrière, comme sur une ERT, ok, il faudra que tu changes ta bulle, mais pour moi, la bulle, elle va dans toutes les conditions. L'équipement, donc on a de l'électronique, mais on n'en a pas trop. On a donc le traction control, je te l'ai montré avec un mode gravel. On a l'ABS qui est réglable sur 2 niveaux et off. On a le quick shifter et on a le ride by wire, c'est-à-dire les 3 modes moteur, qui te donnent les 3 modes moteur. Donc tu vois, pas beaucoup d'électronique, très facile à utiliser sur cette moto avec le tableau de bord, je te l'ai montré. L'écran, il est top, il est très facile à utiliser.
Et en fait, tu peux naviguer très facilement. Je pense que de toutes les motos que j'ai pu essayer, c'est le plus intuitif. Le look, la finition, alors là, c'est un truc qui m'a surpris. Quand j'ai vu cette moto la première fois, je me suis dit, bof, pas terrible. L'avant, je trouve que le phare, tu vois, à plat comme ça, il n'est pas très joli. J'aurais préféré le phare de la 8S qui est étagé. N'empêche que, au fur et à mesure où tu roules avec et tu prends du plaisir avec cette moto et tu t'aperçois qu'elle est bien, ben, plus tu la regardes, ben, plus tu la trouves sympa, originale. Et ça, c'est un truc qui m'a surpris au fil du temps. Et après, ben, en la regardant au fur et à mesure dans mon garage, ben, j'ai trouvé que ça passait très bien. Donc le look, après, bon, c'est affaire de goût, on le sait très bien. Mais moi, j'ai trouvé ça de mieux en mieux. Et ce qui a contribué à ça aussi, c'est le niveau de la finition. Je t'ai montré cette peinture pailletée, ces plastiques de protection qui te permettent d'avoir du grip, la finition générale du moteur où il n'y a pas de câble qui traîne, le dessin du bras oscillant, tout ça, ça contribue. La qualité de la fourche qui est avec une jolie couleur dorée, tu vois, c'est un gros. Enfin, en règle générale, la moto, moi, elle me paraît super bien finie. Gros progrès de la part de Suzuki sur ce modèle. Une autre chose qui m'a marqué aussi sur cette moto, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que, enfin, c'est pas une impression, Suzuki a vraiment pensé cette moto comme un trail. Je m'explique. Tu vois, le cadre, il est différent un peu de la 8S. Ils ont allongé le bras oscillant. Tu as ce berceau qui vient protéger le moteur, donc le moteur, il n'est pas exposé. Comme par exemple sur la Transalp, où tu vois que le moteur, il est super exposé. Donc de ce côté-là, Suzuki, ils ont vraiment pensé leur moto pour se dire, je fais un trail. Il y en a qui vont l'utiliser sur la route, il y en a qui vont l'utiliser en tout terrain, et j'en fais pour tout le monde. C'est vraiment, on revient au basique de ce qu'on a pu connaître chez Suzuki. Moi, je me souviens de mon 600 Jebel. Ben voilà, c'était ça, c'était une moto qui était faite pour se balader dans la campagne et puis pour aller faire du tout-terrain. Et celle-là, elle est étudiée pour les deux. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, au général, maintenant, si je regarde, donc j'ai fait 600 km dans la journée, tu l'as vu, plein de routes. Moi, cette moto, elle m'a convaincu. Elle est faite pour ça aussi. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te balader avec, tu vas pouvoir voyager, tu vas pouvoir voyager à deux. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais j'ai prévu de faire le test. Donc, sois patient. Vers le mois de juin, tu auras un test en duo de la 800DE. Mais je pense qu'elle est apte à ça parce que le moteur est présent, les suspensions sont là, elles sont réglables dans tous les sens. Cette molette, elle est vachement pratique. Donc, si tu veux, pour la journée, moi j'ai fini mes 600 km, j'avais mal nulle part. Et ça, c'est à noter, ce n'est pas le cas de toutes les motos. Donc oui, tu peux partir 600 km avec cette moto dans la journée, même sans prendre l'autoroute, j'ai pris juste un petit bout. C'est vraiment un pur bonheur à utiliser. Et c'est vraiment la moto qui est faite pour voyager, tu peux y aller sans problème. Maintenant, si je parle de la concurrence, qu'est-ce qu'on va avoir? Tu vas avoir bien sûr la Transalp de chez Honda, tu vas avoir la 790 Adventure. Je ne parle pas de la 890 qui sera au-dessus au niveau tarif, mais je pense que la 790 Adventure va se retrouver en face de cette moto. Tu peux avoir la Touareg aussi, 660. Voilà, c'est à peu près les motos que je vois moi sur le marché qui pourraient rentrer en concurrence avec la 800DE. Mes premières impressions, je pense que la vraie concurrente de cette moto, c'est la 790. Pourquoi j'enlève la Transalp? Parce que la Transalp, je l'ai vue, de base, je ne pense pas qu'on peut dire que c'est une moto qui va rentrer en concurrence avec la 800DE. Elle est moins faite pour le TT. Déjà de base, tu le vois dans le package qu'elle fournit, pas de sabot, pas de protège-main. Donc déjà, ça te montre qu'on veut faire un trail plutôt en mode SUV, c'est-à-dire que tu vas te balader en ville et tu ne vas jamais faire de tout-terrain avec. Il n'y a pas de berceau qui protège le moteur. Tu n'as pas de... Bon, il n'y a pas le quick shifter d'origine qu'il faudra rajouter. Donc la moto est moins chère, on est d'accord. La Transalp est moins chère. Le moteur fait 95 chevaux. Tu vas me dire qu'il est plus performant que la Suzuki. Je te mets au défi sur la route, sur les petites routes, de faire une différence, à mon avis, entre les deux motos. Je parle du motard lambda, que je suis par exemple. Je ne sais pas si je verrai la différence. Voilà, j'ai déjà essayé donc la 890 Adventure, mais je te ferai la vidéo. Je ne vois, bien sûr que le moteur est plus performant, mais dans l'utilisation de tous les jours, tu ne vas pas t'amuser tout le temps à rouler à fond. Donc, en utilisation, on ne verra pas la différence. Donc, celui qui me dit que le moteur de la Transalp, il est mieux, il est peut-être plus puissant, mais c'est plus haut dans les tours.
Du moins au niveau des chiffres et de ce que te disent, de ce que tu vois dans les différents essais. Ça n'empêche que je ferai quand même l'essai de cette moto parce qu'il ne faut pas... C'est juste un avis pour l'instant sur le statique et le look général de la moto. Voilà, je trouve que la 800DE est plus valorisante. La 790 Adventure, pour moi, c'est la vraie concurrente de la 800DE. Et d'ailleurs, dès qu'elle sortira, bien sûr, tu auras l'essai sur la chaîne. Voilà, donc comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai pris en compte toutes vos questions. Dans la foulée de cette vidéo, le lendemain, tu auras une vidéo, je répondrai à toutes vos questions. J'ai même roulé de nuit pour tester les phares, suite à la demande d'un d'entre vous. Donc, vous aurez la réponse à toutes vos questions dans la prochaine vidéo. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Tchuss!